Une serveuse donne de la soupe chaude à deux jumelles sans abri dans le parc, ignorant qu'elles sont les filles d'un milliardaire. Le lendemain, 3 SUV s'arrêtent devant sa porte. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Avery Morrison ajusta son chignon lâche en poussant la porte de service du Dîner 24, le restaurant où elle travaillait depuis près de 7 ans. L'horloge indiquait 23h40. Son service avait officiellement pris fin à 23h, mais un groupe d'adolescents bruyants était arrivé 10 minutes avant la fermeture et s'était assuré d'occuper 3 tables. « Bonnie, ma chère. Fais attention en rentrant », lui lança Bobby, le cuisinier d'une 60aine d'années, depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'il rangeait les dernières marmites. « Bonne nuit, Bobby. À demain. » Un vent mordant l'accueillit lorsqu'elle mit le pied sur le trottoir. Le mois d'octobre s'avérait particulièrement froid cette année. Avery serra son manteau usé plus fort contre elle et ajusta son sac sur son épaule. Ses pieds lui faisaient mal dans ses baskets usées. 8 heures passées debout à servir du café, des hamburgers et des tartes laissaient des marques que même le meilleur des bains ne parvenait pas à effacer complètement. Les rues étaient presque désertes à cette heure. Quelques bars scintillaient encore de leurs néons, mais le centre de la petite ville de Riverdale s'endormait lentement. Avery aimait ce moment de la nuit, où elle pouvait marcher sans être interrompue, n'écoutant que le son de ses propres pas. En passant devant le parc central, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. 2 petites silhouettes étaient assises sur un banc, partiellement cachées par l'ombre d'un grand chêne. Avery ralentit le pas. À cette heure, des enfants ne devraient pas être seuls dans la rue. Elle s'approcha avec précaution. C'étaient 2 filles identiques, des jumelles sans aucun doute. Elles ne devaient pas avoir plus de 6 ans. Elles portaient des vêtements froissés et sales, des cheveux bruns emmêlés tombaient sur des visages pâles. Elles étaient blotties l'une contre l'autre, comme pour se protéger mutuellement du froid. Avery sentit un pincement au cœur. Les jumelles semblaient abandonnées, avec des yeux vides et des joues creuses. Leurs chaussures étaient usées, et l'une d'elles avait une petite déchirure à la manche de sa chemise. Le vent froid d'octobre paraissait encore plus cruel en soufflant contre leur corps fragile. « Bonjour », dit doucement Avery, s'arrêtant à quelques pas pour ne pas les effrayer. « Est-ce que ça va ?» Les filles se serrèrent l'une contre l'autre. L'une d'elles fixa Avery avec des yeux effrayés mais ne dit rien. Avery remarqua à quel point leurs lèvres étaient sèches et combien elles tremblaient toutes les deux. « Avez-vous faim ?» tenta de nouveau Avery en se penchant à leur niveau. Aucune réponse, juste le même regard de peur mêlé de méfiance. L'estomac de l'une d'elles gargouilla bruyamment, répondant pour elle. Avery regarda autour d'elle. Il n'y avait aucun adulte à proximité qui aurait pu être avec les enfants, seulement le gardien de sécurité du grand magasin qui fermait à clé de l'autre côté du parc et un couple lointain qui marchait main dans la main. « Vous savez quoi ? Je travaille dans ce restaurant, là-bas, » dit Avery en montrant les lumières jaunes du Dîner 24. « Je suis sûr que je peux avoir de la soupe chaude. En voudriez-vous » L'une des jumelles regarda dans la direction indiquée, puis sa sœur, comme pour échanger un message silencieux. Leurs yeux contenaient une lueur d'espoir qui fit déglutir Avery. « Restez ici, d'accord ? Je reviens dans 5 minutes, » sourit Avery, essayant de paraître aussi digne de confiance que possible. « Je vous le promets. » Sans attendre de réponse, elle retourna rapidement au restaurant. Bobby était sur le point de partir quand elle entra, essoufflée. « Tu as oublié quelque chose ?» demanda-t-il, surpris. « Bobby, il y a 2 enfants dans le parc. Elles ont l'air d'avoir très faim. » Le cuisinier fronça les sourcils. « À 7 heures ? » ?»« Oui, et elles sont seules. Est-ce qu'il nous reste de cette soupe de légumes ?» Bobby n'eut pas besoin de plus d'explications. Il se dirigea vers la cuisinière et ralluma l'un des brûleurs. « Je vais la réchauffer. On a plein de pain aussi. » Moins de 10 minutes plus tard, Avery était de retour dans le parc, portant un sac avec 2 récipients de soupe encore fumante, du pain et une bouteille d'eau. Un instant, elle eut peur que les filles aient disparu, mais elles étaient là, exactement sur le même banc, blotties contre le froid. « J'ai apporté de la soupe et du pain », annonça Avery en s'asseyant à une distance respectueuse. Elle sortit les récipients du sac et les ouvrit avec précaution. L'arôme de légumes et d'herbes se répandit dans l'air froid. Les jumelles regardèrent la soupe avec de grands yeux, mais ne bougèrent pas. L'une serra la main de l'autre, comme pour communiquer sans mots. « C'est chaud, mais ça ne vous brûlera pas », assura Avery en tendant 2 cuillères en plastique. « Vous pouvez les prendre. » Après ce qui parut une éternité, l'une des jumelles tendit la main vers une cuillère et prit l'un des récipients. Elle le porta à son visage, inhalant l'arôme, puis prit une petite cuillerée.
Elle mâcha lentement un morceau de carotte, satisfaite. Elle se tourna vers sa sœur et hocha la tête. Toutes deux se mirent à manger, lentement d'abord, puis avec une urgence croissante. Avery cassa le pain en petits morceaux et le leur tendit. Elles le trempèrent dans la soupe avec soin, comme si chaque goutte était trop précieuse pour être gaspillée. Doucement, conseilla gentiment Avery. Il y en a plein, vous n'avez pas besoin de vous presser. Les filles obéirent, ralentissant un peu. Quand elles eurent fini la soupe, elles prirent la bouteille d'eau et burent à tour de rôle, sans renverser une goutte. Elles ne dirent pas un mot, mais leurs yeux, autrefois ternes, semblaient maintenant un peu plus vivants. Le silence du parc n'était rompu que par le vent dans les feuilles des arbres et le son lointain d'une voiture occasionnelle. Avery observait les jumelles, se demandant ce qui avait bien pu leur arriver, où étaient leurs parents, pourquoi elles étaient seules à cette heure. Mais elle ne posa pas de questions. Quelque chose lui disait que ce n'était pas le bon moment. L'une des filles s'essuya la bouche avec le dos de sa main et regarda Avery pendant une seconde. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, si rapide qu'il passa presque inaperçu, mais Avery le vit, et ce petit geste la frappa comme une vague de chaleur. L'autre jumelle rassembla les récipients vides et les replaça soigneusement dans le sac, comme pour vouloir laisser tout en ordre. Ses mouvements étaient précis, presque trop adultes pour son âge. « Merci », murmura-t-elle enfin, sa voix si basse qu'Avery faillit ne pas l'entendre. Ce fut le seul mot prononcé par l'une ou l'autre pendant toute la rencontre, mais il portait le poids de 1000 phrases non dites. Avery voulait faire plus. Elle voulait les emmener quelque part au chaud, leur donner des vêtements propres, connaître leur histoire, les aider à retrouver leur chemin, si tant est qu'elles en aient un. Mais elle savait aussi que la confiance était fragile, surtout pour des enfants qui avaient clairement vécu un traumatisme. Pour l'instant, la soupe devait suffire. De rien, répondit Avery avec un doux sourire. Je suis contente que ça vous ait plu. Elle se leva lentement, sans faire de mouvement brusque. Les jumelles la regardaient avec des yeux alertes, comme de petits animaux sauvages évaluant un prédateur potentiel. Je dois y aller maintenant, dit Avery, se sentant étrangement coupable de les quitter. Prenez soin de vous, d'accord ? Elle recula de quelques pas, les regardant toujours, incapable de simplement leur tourner le dos et de partir. Les jumelles restèrent assises, immobiles, la regardant simplement. Finalement, Avery se retourna et commença à marcher vers son appartement. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Elle jeta un dernier regard en arrière avant de tourner le coin de la rue. Les jumelles étaient toujours là, deux petites silhouettes sous la faible lumière du lampadaire, blotties contre le froid de la nuit. Avery ne connaissait pas leur nom. Elle ne savait pas d'où elles venaient ni où elles allaient. Elle ignorait que ce simple geste, offrir de la soupe chaude par une nuit froide, changerait non seulement la vie de ses enfants, mais aussi la sienne, à tout jamais. Avery fut réveillée par la sonnerie insistante de sa porte. Elle regarda l'horloge sur sa table de chevet, 7h23. Son service au dîner 24 ne commençait pas avant 14h. Qui pouvait bien être là à cette heure ? Elle se leva à contre-cœur, enfila sa robe de chambre usée par-dessus son pyjama et se traîna jusqu'à la porte, se demandant si c'était un voisin avec un problème ou quelqu'un qui vendait quelque chose. Ses cheveux en désordre tombaient sur son visage alors qu'elle jetait un œil par le judas. Un homme en costume se tenait dehors, grand, bien habillé, la posture impeccable. Ce n'était personne qu'Avery connaissait. « Qui est-ce » demanda-t-elle sans ouvrir la porte. « Julian Ward. Je dois parler à mademoiselle Avery Morrison. » Avery fronça les sourcils. Comment connaissait-il son nom, et que lui voulait un homme comme ça, manifestement riche à en juger par le costume immaculé ? « Que voulez-vous » insista-t-elle, gardant toujours la porte fermée. « C'est au sujet de mes filles. S'il vous plaît. » Il y avait quelque chose dans sa voix, un mélange d'autorité et de vulnérabilité qui la poussa à ouvrir la porte, ne serait-ce qu'une fente, protégée par la chaîne. L'homme avait l'air fatigué malgré sa tenue impeccable. De profonds cernes marquaient ses yeux, et sa posture, bien que ferme, trahissait l'épuisement. « Mes filles m'ont parlé d'une femme qui leur a donné de la soupe hier soir. Elles vous ont décrite et ont mentionné le dîner 24. J'ai parlé à votre patron ce matin, et il m'a donné votre adresse. » Avery ouvrit plus grand la porte, maintenant intriguée. « Les jumelles ? Vont-elles bien ?» Le visage de l'homme s'illumina brièvement. « Alors, c'était bien vous. Puis-je entrer ? C'est important. » Avery hésita, mais finit par retirer la chaîne et ouvrir complètement la porte. C'est alors qu'elle vit, au-delà de l'homme, la scène dans la rue. 3 énormes SUV noirs bloquaient presque toute la route étroite où se trouvait son petit immeuble. Des hommes en costume sombre et lunettes de soleil, de toute évidence des gardes du corps,
était positionnée stratégiquement autour des véhicules. Son humble quartier n'avait jamais rien vu de tel. Elle pouvait déjà imaginer Madame Peterson, la voisine commère du 2B, collée à sa fenêtre, cataloguant chaque détail pour le répandre plus tard. « Je suis Julian Ward », dit l'homme en tendant la main. Mes filles, Nora et Hazel, avaient disparu avant-hier. Hier soir, nous les avons enfin retrouvées, et elles ne parlaient que d'une chose, la dame à la soupe. Avery serra la main tendue, toujours confuse. Oui, j'ai trouvé 2 filles dans le parc central. Elles avaient l'air d'avoir faim, alors? Avant qu'elle ne puisse finir, Julian se tourna vers l'une des voitures et fit un geste. La portière arrière du SUV du milieu s'ouvrit, et en sortirent les 2 petites silhouettes qu'Avery reconnut immédiatement. Nora et Hazel, vêtues de vêtements propres et bien rangés maintenant, des manteaux colorés et des chaussures brillantes, les cheveux parfaitement peignés, mais indéniablement les mêmes filles du parc. « C'est elle, papa, c'est elle !» crièrent-elles à l'unisson en courant vers Avery. Avant qu'elle ait pu réaliser ce qui se passait, Avery sentit 2 petits corps se heurter à ses jambes. Les jumelles la serrèrent fort, comme si elles avaient trouvé un trésor perdu depuis longtemps. « La dame à la soupe !» s'exclama l'une d'elles, c'était Nora, tandis que l'autre enfouissait son visage dans le côté de la cuisse d'Avery. Surprise, Avery s'agenouilla instinctivement à leur niveau. Elles jetèrent immédiatement leurs bras autour de son cou, l'étreignant avec une force renouvelée. L'odeur de shampoing pour enfants remplaçait l'odeur de saleté et de froid de la nuit précédente. « Rebonjour », sourit Avery en leur rendant l'étreinte. « Vous allez bien ?» Les filles hochèrent la tête avec enthousiasme. « Papa nous a trouvés », dit l'une. « Et on l'a emmené te voir », termina l'autre. Julian observait la scène avec une expression difficile à déchiffrer. Le soulagement, la curiosité et quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité se mêlaient dans son regard. « Mademoiselle Morrison, dit-il, serait-il possible que nous parlions à l'intérieur, peut-être ?» Avery regarda son minuscule appartement en désordre. La table de la cuisine avait encore les restes du dîner de la veille, des vêtements attendaient d'être pliés sur le canapé. « Bien sûr, répondit-elle, un peu embarrassée. Mais veuillez excuser le désordre, je n'attendais pas de visite. » Julian fit un signe de tête à l'un des gardes du corps, qui resta à l'extérieur tandis que les autres retournaient aux voitures. L'homme et les jumelles suivirent Avery à l'intérieur. Les filles ne lâchèrent pas sa main un seul instant, une de chaque côté, comme si elles craignaient qu'elle ne disparaisse. « Ta soupe était la meilleure du monde, dit l'une d'elles en balançant la main d'Avery. « Et tu ne nous as pas crié dessus ?» ajouta l'autre en la regardant avec admiration. Avery sentit un pincement au cœur. Qui crierait sur des enfants perdus et effrayés? Julian se racla la gorge, visiblement mal à l'aise dans le petit espace. Il regarda autour de lui comme s'il était sur une autre planète. Les meubles usés, les murs écaillés, les plantes dans des boîtes de conserve de tomates recyclées. Les filles, pouvez-vous attendre dans la voiture avec Mike 1 minute? Je dois parler à Mademoiselle Morrison. Avery, corrigea-t-elle automatiquement. Vous pouvez m'appeler Avery. On ne veut pas aller dans la voiture, protesta l'une des jumelles. Pourquoi? On veut rester avec la dame à la soupe, compléta l'autre. Julian soupira, un son lourd d'épuisement. Juste 5 minutes, puis on revient. Je vous le promets. Les filles regardèrent Avery comme pour chercher son approbation. Elle hocha doucement la tête. Ça va, je ne vais nulle part. À contre-cœur, les jumelles lâchèrent ses mains et le suivirent hors de l'appartement, jetant des regards en arrière à chaque pas. Quand la porte se referma, Julian s'effondra sur l'une des chaises de la cuisine, le vernis de l'homme d'affaires parfaitement composé s'écaillant momentanément. « Elles ont été kidnappées », dit-il directement. « Quelqu'un les a prises à l'école. Nous avons passé 36 heures à chercher partout. Police, enquêteurs privés, récompense, rien n'a fonctionné. » Avery s'assit sur la chaise d'en face, choqué. « Mon Dieu, je ne savais pas. Je pensais qu'elles étaient juste perdues. Puis nous les avons trouvées dans un refuge pour sans-abri, continua Julian. Un bénévole les a reconnues grâce à une affiche. Elles n'étaient là que depuis quelques heures quand nous sommes arrivés. Elles ne voulaient pas parler, ne répondaient à aucune question. Elles n'arrêtaient pas de répéter « La dame à la soupe, la dame à la soupe ». Il passa une main dans ses cheveux parfaitement coupés, les décoiffant légèrement. Finalement, nous avons réussi à comprendre que quelqu'un leur avait donné de la soupe au dîner 24. J'y suis allé dès l'ouverture du restaurant ce matin. Le cuisinier, Bobby je crois, a confirmé que vous aviez donné de la soupe à 2 enfants. Avery hocha lentement la tête, assimilant tout.
Elles avaient si faim et si froid. Et vous les avez aidées, sans les connaître, sans savoir qui elles étaient. N'importe qui ferait la même chose. Julian eut un petit rire sans humour. Non, il ne le ferait pas. Et c'est pourquoi je suis ici. Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la posa sur la table, la faisant glisser vers Avery. Je veux vous remercier comme il se doit pour ce que vous avez fait pour mes filles. Avery regarda l'enveloppe sans la toucher. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Je le sais, mais s'il vous plaît, acceptez. Cela a dû être un dérangement pour vous. Un dérangement, l'interrompit Avery, la voix plus ferme. Ce n'était pas un dérangement d'aider 2 enfants qui avaient faim. C'était la moindre des choses que tout être humain décent ferait. Julian parut confus, comme s'il n'avait pas l'habitude d'être contredit ou de voir sa générosité remise en question. Je comprends, vous n'avez pas besoin de l'argent, mais... Non, vous ne comprenez pas, dit calmement Avery en repoussant l'enveloppe. Il ne s'agit pas d'en avoir besoin ou non. Il s'agit de la raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait. Et ce n'était pas pour une récompense. Julian regarda l'enveloppe rejetée, puis Avery. Quelque chose dans ses yeux changea, une lueur de compréhension peut-être. Les filles semblent vraiment vous apprécier, dit-il après un moment. Je leur ai juste donné de la soupe. Non. Vous les avez vues quand personne d'autre ne le faisait. Vous les avez écoutées quand personne d'autre n'écoutait. Un coup à la porte interrompit la conversation. L'un des gardes du corps l'entr'ouvrit. Monsieur Ward, les filles s'impatientent et Monsieur Thompson a appelé pour la réunion de 9 heures. Julian consulta sa montre-bracelet, manifestement trop chère pour qu'Avery puisse même en imaginer le prix. Je dois y aller, dit-il en se levant. Mais ce n'est pas fini. Mes filles, elles ne parlent comme ça à personne. Pas depuis ? Il s'arrêta, comme s'il en avait trop dit. Quoi qu'il en soit, elles veulent dire au revoir. Les jumelles accoururent dès que la porte s'ouvrit, allant directement aux côtés d'Avery. Leurs petits visages semblaient plus animés que la nuit précédente, mais il y avait encore des ombres dans leurs yeux, le genre d'ombre que les enfants ne devraient pas avoir. Nous devons y aller maintenant, dit Julian à ses filles. Dites au revoir à madame, à Avery. Les filles la serrèrent de nouveau dans leurs bras, avec une force surprenante pour de si petits corps. Au revoir, la dame à la soupe, murmura l'une. On te reverra ? Demanda l'autre, l'espoir tremblant dans sa voix. Avery sentit une boule dans sa gorge. Peut-être, répondit-elle, bien qu'elle sût que c'était peu probable. Les gens comme Julian Ward et sa famille ne croisaient pas la route des gens comme elle, sauf dans des circonstances extraordinaires comme celle-ci. Quand la porte se referma derrière eux, Avery resta debout au milieu de son petit appartement. L'enveloppe avec l'argent était toujours sur la table, intacte. Par la fenêtre, elle vit les 3 SUV noirs démarrer. Dans l'une des voitures, 2 petits visages identiques la regardaient, de petites mains pressées contre la vitre teintée. Avery fit un dernier signe de la main, se sentant étrangement vide maintenant que les jumelles étaient parties. L'enveloppe sur la table semblait se moquer d'elle. Le manoir des Ward trônait au sommet d'une colline, entouré d'un jardin immaculé et protégé par un portail électronique. Alors que les 3 SUV franchissaient l'entrée, Julian regarda dans le rétroviseur ses filles. Nora et Hazel étaient assises en silence, regardant par la fenêtre avec des expressions vides. L'enthousiasme qu'elles avaient montré chez Avery avait complètement disparu. « On est à la maison, les filles », annonça-t-il, essayant de paraître joyeux. Aucune réponse, juste 2 paires d'yeux identiques tournés vers l'extérieur, comme si elles cherchaient quelque chose dans le paysage familier. La maison était énorme, 3 étages d'architecture moderne avec de grandes fenêtres et des lignes épurées. Le personnel les attendait à l'entrée, la gouvernante, Madame Winters, le chauffeur, 2 nounous et le chef, tous avec des sourires soigneusement répétés et des expressions soulagées à la vue des jumelles. « Bon retour, les filles », dit Madame Winters en se penchant à leur hauteur alors qu'elles sortaient de la voiture. « Vous nous avez beaucoup manqué. » Nora et Hazel ne répondirent pas. Elles se tinrent simplement la main, comme elles le faisaient depuis qu'on les avait retrouvées, et entrèrent en silence. Julian les suivit, renvoyant le personnel d'un geste. Il regarda ses filles monter le grand escalier, leurs pas synchronisés, leurs épaules affaissées. Elles ont juste besoin de repos, se dit-il. Elles redeviendront normales bientôt. 3 jours passèrent, et les jumelles restèrent enveloppées dans un silence troublant. Elles ne parlaient que le strict nécessaire, oui, non, merci, et toujours d'une voix basse, presque inaudible. Elles mangeaient peu, dormaient mal. Julian les trouvait dans le lit l'une de l'autre chaque matin,
blotties ensemble comme si elles avaient peur d'être séparées pendant la nuit. Le matin du 4e jour, Julien entra dans leur chambre, portant 2 grandes boîtes colorées. Les filles étaient assises sur l'un des lits, feuilletant un livre ensemble, mais sans l'enthousiasme qu'elles montraient autrefois pour les histoires. « Regardez ce que papa a apporté », annonça-t-il en posant les boîtes par terre. Il ouvrit la première, révélant la maison de poupée la plus élaborée que l'argent puisse acheter. 3 étages, des meubles détaillés, des lumières qui fonctionnent, même un petit ascenseur fonctionnel. « Elle vient d'Allemagne », expliqua-t-il en assemblant la structure. « Faite à la main, unique dans le pays. » Les filles regardèrent sans expression. Quand il eut fini, il montra fièrement la création. « Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas incroyable ?» Nora regarda Hazel, puis son père. « C'est joli. Merci, papa. » Sa voix était polie, mais sans émotion. Aucune d'elles ne bougea pour toucher le jouet. Julien ouvrit la 2e boîte, révélant un ensemble de poupées faites sur mesure. « Regardez, elles vous ressemblent. Je les ai fait faire spécialement. » Les poupées avaient en effet des cheveux bruns et des robes identiques à ce que les jumelles portaient habituellement. Julien les plaça dans la maison de poupées, les positionnant dans le salon miniature. Celle-ci peut être Nora, et voici Hazel. Et celui-ci, il prit une 3e poupée représentant un homme d'affaires, c'est moi. Notre famille. Hazel tendit la main et prit l'une des poupées représentant les jumelles. Elle l'examina un instant, puis la reposa soigneusement dans la maison de poupées. Merci, répéta-t-elle sur le même ton que Nora. Julien s'assit par terre, essayant de démontrer comment jouer avec la maison de poupées. Il déplaça les pièces, créa de petites histoires, fit des voix. Les filles regardèrent poliment, mais sans participer. Après 20 minutes, il abandonna. « Bon, je vous laisse jouer seul maintenant. J'ai quelques appels à passer. Amusez-vous bien. » Quand il revint les voir 2 heures plus tard, les filles étaient exactement dans la même position sur le lit, et la maison de poupées restait intacte. Le lendemain, Julien fit venir le docteur Foster, un psychologue pour enfants renommé. « Il est normal qu'elle traverse une période d'ajustement », expliqua le médecin après avoir passé 1 heure avec les jumelles. « Elles ont subi un traumatisme important. Elles ont besoin de temps et d'espace pour le traiter. » « Mais elles n'étaient pas comme ça avant, » insista Julien. « Elles étaient vives, bavardes. Maintenant, elles semblent vides. » Le docteur Foster ajusta ses lunettes. « Monsieur Ward, si je peux être franc, quand avez-vous passé pour la dernière fois une journée entière avec vos filles avant l'incident ?» Julien hésita. « J'ai une entreprise à diriger. Mais je me suis toujours assuré qu'elles aient tout ce dont elles avaient besoin, les meilleures écoles, les meilleurs nounous. Et vous? Quelle part de vous-même avait-elle » La question resta en suspens, comme une accusation. Julien ne répondit pas. « Je suggère une thérapie régulière, » continua le médecin plus doucement. « Et je suggère également que vous y participiez. Renouer avec vos filles sera essentiel pour leur rétablissement. » Julien accepta, mais après le départ du médecin, il resta à regarder la porte fermée de la chambre des filles, se sentant complètement impuissant. Cette nuit-là, Julien entendit un cri. Il courut dans la chambre des jumelles et trouva Nora assise sur le lit, haletante, les yeux écarquillés de terreur. Hazel la serrait dans ses bras, lui chuchotant quelque chose à l'oreille. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en s'asseyant sur le bord du lit. « Un cauchemar » répondit Hazel pour sa sœur. Elle a rêvé qu'on était de nouveau perdus. Julien tendit la main pour toucher le visage de Nora, mais elle recula instinctivement. Le geste, petit mais sans équivoque, fut comme un coup de poignard dans son cœur. « Est-ce que je peux vous apporter un verre d'eau ou du lait chaud ?» Nora secoua la tête négativement, ne le regardant toujours pas. « Ça va, papa » dit Hazel. « On a juste besoin de dormir. » Julien resta assis un moment, mal à l'aise, ne sachant que faire de ses mains, de ses mots, du poids du silence qui semblait l'étouffer. « D'accord. Bonne nuit, alors. Papa est dans la chambre d'accent grave côté si vous avez besoin de quoi que ce soit. » En partant, il entendit Hazel murmurer à sa sœur, « Ça va, on est ensemble. » Il n'y avait pas de place pour lui dans ce réconfort. Le matin, Julien annula toutes ses réunions. Il passa la journée à essayer de se connecter avec ses filles. Il prépara des crêpes pour le petit déjeuner, brûlées sur les bords mais mangeables, les emmena se promener dans le jardin, essaya de jouer à leur jeu préféré. Les jumelles participèrent poliment à tout, mais sans réel enthousiasme. Elles répondaient quand on leur demandait, suivaient quand on les menait, mais la distance restait,
un gouffre invisible que Julian ne savait pas comment franchir. Au dîner, après une autre journée de tentatives infructueuses, il regarda ses filles manger en silence. Il se souvint de la façon dont elles s'étaient illuminées en présence d'Avery Morrison, comment elles avaient couru vers elle, l'avaient serrée dans leurs bras, avaient parlé avec excitation. La serveuse avait réussi en quelques minutes ce que lui n'arrivait pas à faire en plusieurs jours. Il prit une décision. Avery nettoyait les tables quand elle vit l'homme entrer dans le dîner 24. Même sans son costume, il était impossible de ne pas reconnaître Julian Ward. Il avait l'air différent, les cheveux moins bien coiffés, des cernes plus profonds sous les yeux, une posture moins imposante. Il se dirigea directement vers elle, ignorant les regards curieux des autres clients. « J'ai besoin de votre aide », dit-il sans préambule. Avery laissa tomber son chiffon. « Que s'est-il passé? Les filles vont bien ?» Physiquement, oui, Julian passa une main dans ses cheveux. Mais elles ne parlent pas. Elles mangent à peine. Elles font des cauchemars. J'ai tout essayé, jouets, médecin, attention, rien ne fonctionne. Avery le conduisit à une table dans le coin, loin des oreilles indiscrètes. Cela ne fait que quelques jours, dit-elle doucement. Elles ont vécu quelque chose de traumatisant. Elles ont besoin de temps. Ce n'est pas que ça, baissa la voix Julian. Elles ne me font pas confiance. Elles ne me laissent pas m'approcher, pas vraiment. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui n'existait pas chez l'homme confiant qui s'était présenté à sa porte quelques jours auparavant. « Que puis-je faire » demanda Avery. « Elle ne parle que de vous ou de la dame à la soupe. Quand j'ai mentionné votre nom ce matin, c'était la première fois que je les voyais réagir avec autre chose qu'une politesse vide. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je sais que c'est beaucoup demandé, mais pourriez-vous rendre visite aux filles ? Juste une fois. » Avery hésita. Entrer dans le monde de Julian Ward, le manoir sur la colline que tout le monde en ville connaissait mais que peu avaient vu de l'intérieur, c'était comme franchir une frontière invisible. Je ne sais pas si ce serait approprié. S'il vous plaît, l'interrompit Julian. Je vous paierai pour votre temps, bien sûr. Ce n'est pas une question d'argent. Alors, de quoi s'agit-il? Les filles ont besoin? J'ai besoin? Il s'arrêta, comme s'il luttait pour trouver les bons mots. Finalement, il regarda Avery avec une honnêteté brute. J'ai besoin d'aide. Je ne sais pas comment les atteindre. Avery regarda l'homme en face d'elle, non plus l'homme d'affaires puissant, mais juste un père désespéré. Elle pensa aux jumelles, à leurs yeux effrayés dans le parc, à la façon dont elles s'étaient accrochées à elle. D'accord, dit-elle finalement. Quand? Le soulagement sur le visage de Julian fut immédiat. Aujourd'hui, après votre service. Je termine à 20h. J'enverrai une voiture vous chercher. Exactement à 20h, un SUV noir attendait Avery à la porte de service du dîner 24. Le chauffeur, un homme sérieux en costume sombre, lui ouvrit la portière avec une politesse formelle qui la fit se sentir déplacée dans son simple jean et son vieux pull. 20 minutes plus tard, il franchissait les portes du manoir des Ward. Avery regarda par la fenêtre, impressionné par la taille de la propriété. Julian l'attendait à la porte. Il avait l'air encore plus fatigué que tout à l'heure, mais il y avait une étincelle d'espoir dans ses yeux. « Les filles ne savent pas que vous venez » expliqua-t-il en la faisant entrer. « J'ai pensé que ce serait une bonne surprise. » La maison était exactement comme Avery l'avait imaginé, grande, élégante et impersonnelle. Des œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que ce qu'elle gagnait en un an décoraient des murs d'un blanc immaculé. Le sol en marbre brillait sous ses baskets usées. Julian la conduisit à une chambre au 2e étage. À travers la porte entr'ouverte, Avery vit les jumelles assises sur un tapis, feuilletant un livre sans entrain. « Noré, Haze » appela doucement Julian. « J'ai une surprise pour vous. » Les filles levèrent la tête sans intérêt, jusqu'à ce qu'elles voient Avery. L'effet fut instantané et spectaculaire. Leurs visages se transformèrent, les yeux écarquillés, la bouche ouverte de surprise qui se mua rapidement en sourire. « La dame à la soupe » crièrent-elles à l'unisson en se levant d'un bond. Elles coururent vers Avery, lui serrant les jambes. Pour la première fois depuis leur retour à la maison, il y avait de la vraie vie dans leurs mouvements, une joie authentique dans leur voix. Julian observait la scène avec un mélange de soulagement et de tristesse. Ces filles, qui lui avaient à peine parlé pendant des jours, débordaient maintenant d'émotion pour une étrangère qui leur avait donné de la soupe une seule fois. « Tu es venu nous voir » s'exclama Hazel en tirant Avery par la main. « Viens voir nos livres, on a une chambre immense. » « Et une maison de poupées d'Allemagne » ajouta Nora en tenant l'autre main d'Avery.
Toutes deux parlaient en même temps, les mots se déversant en torrent, comme si elles les avaient tous gardés juste pour ce moment. Elles guidèrent Avery à travers la chambre, lui montrant les jouets, les livres, les vêtements, le tout avec un enthousiasme que Julian n'avait pas vu depuis avant l'enlèvement. Avery répondit avec un intérêt sincère, s'agenouillant à leur hauteur, écoutant attentivement chaque explication précipitée, chaque histoire interrompue. Elle ne feignait pas l'intérêt ni ne simplifiait ses réponses, elle traitait les jumelles comme des personnes à part entière, dignes d'une véritable attention. Julian resta dans l'embrasure de la porte, observant. Quelque chose lui serrait la poitrine en voyant la facilité avec laquelle Avery se connectait à ses filles, chose qu'il n'arrivait pas à faire malgré tous ses efforts, tout son argent, tout son amour désespéré. Au bout d'une heure, Avery annonça qu'elle devait partir. « Mais tu viens d'arriver, » protesta Nora. « Ne pars pas, » la supplia Hazel en s'accrochant au bras d'Avery. « Je dois travailler tôt demain, » expliqua gentiment Avery. « Mais je peux revenir un autre jour, si ton papa est d'accord. » Toutes deux se tournèrent vers Julian avec des yeux suppliants. « S'il te plaît, papa, est-ce qu'elle peut revenir demain ?» C'était la première fois depuis des jours qu'elle s'adressait à lui directement, avec une réelle émotion dans la voix. « Bien sûr, » répondit Julian sans hésiter. « Si Avery le peut. » Les jumelles serrèrent Avery une dernière fois dans leurs bras avant son départ. Puis, chose surprenante, elles coururent vers Julian et le serrèrent aussi dans leurs bras, le premier contact physique spontané qu'elles avaient initié depuis leur retour. « Merci, papa, » dit Nora, et il y avait une chaleur sincère dans sa voix. Julian sentit quelque chose se briser en lui, une barrière dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Dans la voiture qui la ramenait à son appartement, Avery réfléchit à ce dont elle avait été témoin. Les filles n'étaient pas différentes de n'importe quel enfant, elles avaient besoin d'attention, de sécurité, de présence. Julian les aimait de toute évidence, mais il semblait ne pas savoir comment le montrer d'une manière qu'elle pouvait comprendre et accepter. 3 jours plus tard, Avery avait déjà visité le manoir 2 fois de plus. À chaque visite, les jumelles semblaient plus animées, plus présentes. Elles recommençaient à parler de l'école, des amis, des petits détails de leur vie avant l'enlèvement. Et à chaque visite, Julian observait, apprenait, essayait. Il commença à se joindre à elle pendant les activités qu'elle faisait avec Avery, colorier, lire des histoires, simplement parler. Au début, les filles le toléraient, puis, peu à peu, elles commencèrent à l'inclure. Lors de la 3e visite, alors qu'Avery s'apprêtait à partir, Julian la raccompagna à la porte. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il brusquement. « Avec elle, je veux dire. Comment arrivez-vous à les faire s'ouvrir comme ça ?» Avery réfléchit un instant. « Rien de spécial. Je suis juste présente. Vraiment présente. Je ne comprends pas. Vous vous souciez d'elles, vous prenez soin d'elles, vous leur donnez tout ce dont elles ont besoin matériellement. C'est important, » Avery choisit ses mots avec soin. « Mais elles ont aussi besoin de vous. Pas de ce que vous pouvez acheter ou fournir. Elles ont besoin de vous-même. » Julian la fixa, assimilant les mots. « Je peux continuer à venir, » proposa Avery. « Mais je pense qu'avec le temps, vous découvrirez que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour renouer avec vos filles. » Dans la voiture, sur le chemin du retour, Avery regarda les lumières de la ville par la fenêtre. Elle pensa aux jumelles, à leur sourire nouvellement retrouvé, à la façon dont elles s'accrochaient à elle comme à une bouée de sauvetage. Elle pensa aussi à Julian, à ses yeux fatigués et désespérés, à la façon dont il observait chacune de ses interactions avec ses filles comme s'il essayait de déchiffrer un code complexe. Ce n'était pas seulement de la soupe qu'elle avait offerte cette nuit froide dans le parc. C'était quelque chose de plus fondamental, de plus rare qu'elle ne l'avait réalisé à l'époque, une présence authentique, une attention sincère. Pour des enfants affamés de connexion, cela avait été plus nourrissant que n'importe quelle nourriture. Avery devint une présence constante au manoir des Ward au fil des semaines. Les visites, qui avaient commencé comme exceptionnelles, suivaient maintenant une routine. 3 fois par semaine, après son service au dîner 24, elle passait quelques heures avec les jumelles. La transformation chez les filles était visible. Elles souriaient à nouveau, parlaient, jouaient comme des enfants de leur âge devraient le faire. Ce samedi après-midi-là, Julian avait une réunion d'urgence, malgré ses efforts récents pour réduire sa charge de travail le week-end. Avant de partir, il trouva Avery dans la cuisine, aidant les filles à faire des cookies aux pépites de chocolat. « Désolé pour ça, » dit-il en ajustant sa cravate. « Ça ne devrait pas prendre plus de 2 heures. » « Ne t'inquiète pas, » répondit Avery en s'essuyant les mains pleines de farine. « On s'amuse bien, n'est-ce pas les filles ?» Nora et Hazel, le visage barbouillé de chocolat,
hochèrent la tête avec enthousiasme. Julian hésita à la porte, visiblement tiraillé entre le devoir et l'envie de rester. On va faire un pique-nique dans le jardin quand les cookies seront prêts, annonça Hazel en remuant la pâte avec vigueur. Et construire une cabane en couverture, ajouta Nora. Julian sourit, un sourire qui portait encore une ombre de tristesse. Gardez-moi des cookies. Après son départ, les filles travaillèrent avec concentration, façonnant la pâte en formes irrégulières. Avery les observait attentivement, n'intervenant que lorsque c'était nécessaire. Elle avait appris qu'une partie de la magie consistait à leur permettre de faire les choses elles-mêmes, même si cela signifiait des cookies tordus et une cuisine à nettoyer par la suite. « Je ne pense pas que papa ait jamais fait de cookies avant que tu viennes », commenta Nora alors qu'elle mettait la première fournée au four. « Il était probablement occupé », répondit prudemment Avery. Elle évitait toujours de faire des commentaires qui pourraient être interprétés comme une critique de Julian. « Il est toujours occupé », dit Hazel en léchant le chocolat sur la cuillère. Mais il est moins occupé maintenant. C'est vrai. Il essaie de passer plus de temps avec vous. Les filles échangèrent un regard, cette communication silencieuse qu'Avery avait appris à reconnaître comme leur étant caractéristique. Pourquoi penses-tu qu'il est différent maintenant ? Demanda finalement Nora. Avery réfléchit un instant, choisissant ses mots avec soin. Je pense qu'il a réalisé à quel point vous êtes importante. Parfois, les gens ne comprennent la valeur de quelque chose que lorsqu'ils ont peur de le perdre. Un autre regard échangé entre les jumelles. Tu penses qu'il a eu peur quand on a disparu ? Demanda Hazel à voix basse. J'en suis sûr. Il était désespéré, il vous cherchait partout. Les filles se turent, assimilant l'information. Avery ne poussa pas. Elle avait appris qu'avec Nora et Hazel, les moments les plus importants survenaient quand on s'y attendait le moins, dans des conversations apparemment banales. Plus tard, comme promis, elles firent un pique-nique dans le jardin. La journée était étonnamment agréable pour une fin d'automne, avec un soleil pâle filtrant à travers des nuages épars. Elles étendirent une grande couverture à carreaux sur l'herbe, à l'ombre partielle d'un vieux chêne, et y disposèrent les cookies, les sandwichs et le jus qu'elles avaient préparé. Les jumelles semblaient particulièrement détendues à l'extérieur, loin des murs opulents mais quelque peu étouffants du manoir. Elles coururent, rirent, poursuivirent des papillons occasionnels. Avery les regardait avec un sourire, assise sur la couverture, savourant ces moments de normalité. Au bout d'un moment, les filles se fatiguèrent et revinrent s'asseoir à côté d'elle. Hazel s'allongea, posant sa tête sur les genoux d'Avery, tandis que Nora serrait ses genoux, regardant l'horizon. « On peut voir l'école d'ici », dit Nora en montrant un bâtiment bas et rouge, partiellement visible au-delà de la clôture qui bordait la propriété. « C'est ça ? Ça a l'air sympa », commenta Avery. « C'était sympa, avant », murmura Hazel. Avery sentit un changement dans l'atmosphère, quelque chose de lourd et de non dit planait entre elles. Elle ne dit rien, continua juste à caresser les cheveux de Hazel, attendant. « Tu sais comment on a disparu ?» demanda finalement Nora, regardant toujours l'école lointaine. « Pas exactement », répondit honnêtement Avery. « Ton père a mentionné que vous aviez été enlevé, mais il n'a pas parlé des détails. » Les jumelles échangèrent un autre de leurs regards significatifs. « Une femme est venue nous chercher, » dit soudain Hazel, sa voix petite contre le pantalon d'Avery. « À l'école. » Avery sentit son cœur s'accélérer mais garda sa voix calme. « Une femme ? Elle a dit que papa l'avait envoyée, » continua Nora en serrant plus fort ses genoux. « Que c'était une urgence et qu'il ne pouvait pas venir. »« Et vous êtes parti avec elle ?» Hazel hocha la tête, toujours allongée sur les genoux d'Avery. Elle connaissait nos noms, et elle avait un badge de l'entreprise de papa. On est monté dans sa voiture, ajouta Nora. Elle était noire, comme les voitures de papa. Avery prit une profonde inspiration, essayant de traiter ce qu'elle entendait sans montrer l'alarme qu'elle ressentait. Que s'est-il passé ensuite ? Elle a conduit longtemps, répondit Hazel. Elle a dit qu'on allait retrouver papa dans un endroit spécial. Mais ensuite, elle s'est arrêtée dans un centre commercial, continua Nora. Elle nous a dit d'attendre pendant qu'elle achetait un cadeau surprise. Et elle n'est jamais revenue, termina Hazel, sa voix se brisant sur le dernier mot. Avery sentit une boule dans sa gorge. Combien de temps avez-vous attendu ? Longtemps, dit Nora. Jusqu'à ce que le centre commercial ferme. Un gardien de sécurité nous a trouvés et a demandé où était notre maman. On a dit qu'elle allait revenir, ajouta Hazel, les larmes commençant à se former dans ses yeux. Mais il a dit qu'on devait partir. On avait peur, avoua Nora, sa propre voix étranglée maintenant.
On pensait que papa avait envoyé cette femme pour nous emmener parce qu'il ne voulait plus de nous. La dernière phrase sortit comme un sanglot, et quelque chose sembla se briser en elles deux en même temps. Des années de sécurité brisées en un instant par une trahison incompréhensible. Les larmes qui avaient été retenues pendant des semaines coulaient maintenant à flot. Avery serra les deux filles plus près, les étreignant pendant qu'elles pleuraient. Elle n'offrit pas de faux réconfort ni n'essaya de minimiser leur douleur. Elle était juste là, présente, solide, absorbant la tempête d'émotions. On avait si peur, sanglota Hazel contre l'épaule d'Avery. Il faisait nuit et froid, ajouta Nora. Et on ne savait pas où aller. On a essayé d'appeler papa, mais on ne se souvenait plus de son numéro, continua Hazel. Et on n'avait pas d'argent pour le bus. On a beaucoup marché, dit Nora, jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. On avait si faim, murmura Hazel. Et on pensait que personne ne nous trouverait jamais. Mais tu nous as trouvés, dit Nora en regardant Avery avec des yeux rouges et gonflés. Tu nous as donné de la soupe et tu n'as rien demandé en retour, ajouta Hazel. Avery sentit ses propres larmes menacées de couler, mais elle les retint. Les filles avaient besoin de sa force maintenant, pas de ses émotions. Vous vous souvenez de quoi avait l'air cette femme ? Demanda-t-elle doucement quand les sanglots commencèrent à se calmer. Les jumelles se turent un instant, réfléchissant. Elle était jolie, dit finalement Nora. Des cheveux blonds, comme la présentatrice du journal que papa regarde. Elle portait des vêtements chics, ajouta Hazel. Et elle parlait de manière formelle, comme les professeurs quand des visiteurs viennent à l'école. A-t-elle dit son nom ? Toutes deux secouèrent la tête négativement. Elle a juste dit qu'elle travaillait avec papa, répondit Nora. Et qu'il lui faisait très confiance. Pensez-vous que vous la reconnaîtriez si vous la revoyiez ? Demanda prudemment Avery. Les jumelles échangèrent de nouveau un regard, puis hochèrent la tête à l'unisson. On n'a jamais dit ça à papa, avoua Hazel à voix basse. On avait peur qu'il se fâche ou qu'il soit triste, ajouta Nora. Votre papa ne serait jamais en colère contre vous pour ça, assura Avery. Jamais. Il vous aime plus que tout. Tu vas le lui dire ? Demanda Hazel, appréhendant. Avery hésita. Elle ne voulait pas trahir la confiance des filles, mais cette information était cruciale. Quelqu'un avait délibérément enlevé les filles de Julian, utilisant son nom pour gagner la confiance des enfants. Je pense que votre papa doit savoir, dit-elle finalement. Pour s'assurer que cela n'arrive plus jamais. Et pour trouver cette femme. Les jumelles se regardèrent, pensives. D'accord, accepta Nora après un moment. Mais peux-tu lui dire ? On ne veut pas le voir triste. Je peux le lui dire, promit Avery. Mais sachez que parfois, les adultes ont besoin d'être tristes pour pouvoir réparer les choses. Julian revint peu après 17 heures, l'air fatigué mais moins tendu qu'auparavant. Il trouva Avery et les filles dans le salon, regardant un film d'animation. Les jumelles coururent le serrer dans leurs bras dès son entrée, une habitude nouvellement retrouvée qui le surprenait encore à chaque fois. Comment était la réunion, papa ? Demanda Nora. Ennuyeuse, répondit-il avec un sourire. Beaucoup plus ennuyeuse que les cookies et les pique-niques. On t'en a gardé, dit Hazel en montrant une assiette sur la table basse. Julian en goûta un, faisant une expression exagérée de délice qui fit rire les filles. Les meilleurs cookies que j'ai jamais mangés. Les jumelles reportèrent leur attention sur le film, et Julian en profita pour s'approcher d'Avery. Comment s'est passé l'après-midi ? Bien, en grande partie, répondit-elle doucement. Mais nous devons parler, en privé. Julian saisit immédiatement le sérieux dans sa voix et hocha la tête. Bien sûr. Après le film. Ce serait mieux. L'heure suivante sembla s'éterniser. Avery essayait de se concentrer sur le film, mais son esprit revenait sans cesse à la conversation dans le jardin, aux larmes des filles, à la terreur qu'elles avaient dû ressentir. Qui était cette femme ? Pourquoi enlever les filles de Julian pour ensuite les abandonner ? Quand le générique de fin commença enfin à défiler, Madame Winters apparut pour emmener les filles prendre leur bain avant le dîner. Julian conduisit Avery dans son bureau, une pièce imposante avec des boiseries sombres et une vue panoramique sur les jardins. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il dès qu'il eut fermé la porte. Avery prit une profonde inspiration. « Les filles m'ont raconté comment elles ont été enlevées. » Julian s'assit brusquement sur le bord de son bureau. « Elles t'en ont parlé ?» Avery hocha la tête. « Pendant le pique-nique. Ça a commencé comme une conversation anodine sur l'école. Elle raconta tout ce que les jumelles lui avaient dit,
La femme qui s'était présentée comme étant envoyée par Julian, le badge de l'entreprise, le trajet en voiture, l'abandon au centre commercial. Pendant qu'elle parlait, elle regarda le visage de Julian se transformer, d'abord l'incrédulité, puis l'horreur, et enfin une rage si intense qu'elle semblait émaner de lui en vagues palpables. Elle pensait que j'avais envoyé quelqu'un pour les emmener, dit-il quand Avery eut fini, sa voix presque méconnaissable. Mon Dieu, elle pensait que je ne voulais plus d'elle. Elles étaient confuses et effrayées, dit doucement Avery. Ce sont des enfants. Julian se leva et se dirigea vers la fenêtre, le dos tourné. Ses épaules étaient tendues, les poings serrés sur les côtés. Qui ferait ça, murmura-t-il plus pour lui-même que pour Avery. Qui utiliserait mon nom pour faire du mal à mes filles? Quelqu'un qui a accès à votre entreprise, observa Avery. Les filles ont dit qu'elle avait un badge. Julian se retourna, le visage un masque de détermination. Je vais découvrir qui c'est. Et quand je le ferai? Il ne termina pas la phrase, mais il n'en avait pas besoin. La menace était implicite dans chaque ligne de son corps. Les filles ont dit qu'elles pourraient la reconnaître, ajouta Avery. Si elles la revoyaient. Julian hocha lentement la tête, assimilant l'information. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'elles ont peut-être déjà vu. Peut-être au bureau, à un événement de l'entreprise. Il retourna à son bureau et prit le téléphone. Je dois renforcer la sécurité immédiatement. Des caméras, des gardes supplémentaires. Et j'aurai besoin des enregistrements de l'école, de la liste des employés. Il s'arrêta au milieu de sa phrase, regardant Avery comme s'il venait de réaliser quelque chose. Désolé, c'est beaucoup à digérer. Je comprends, dit Avery. Soyez juste prudent avec les filles. Elles ont subi assez de traumatisme. Si elles voient des gardes armés partout, elles pourraient avoir encore plus peur. Julian baissa lentement le téléphone. Tu as raison. Je dois y réfléchir attentivement. Il passa une main sur son visage, l'air soudain épuisé. Je n'arrive toujours pas à croire que quelqu'un ferait une chose pareille. L'important maintenant, c'est qu'elles sont en sécurité, souligna Avery. Et qu'elles commencent à se rétablir. Julian la regarda avec une intensité qui la fit détourner le regard. Grâce à vous. Elle ne m'aurait jamais dit ça. Ce n'est pas vrai. Elles avaient juste besoin de temps et d'espace pour traiter ce qui s'est passé. Non, c'est plus que ça. Julian s'approcha, s'arrêtant à quelques mètres d'elle. Vous avez quelque chose que je n'ai pas. Quelque chose qui les pousse à vous faire confiance, à s'ouvrir à vous. J'ai du temps, répondit simplement Avery. Et je ne porte pas le fardeau d'être leur père, d'avoir besoin d'être fort tout le temps, d'avoir toutes les réponses. Julian absorba ces mots en silence. Après un moment, il hocha légèrement la tête. Je dois changer, dit-il finalement. J'ai été absent, même lorsque je suis physiquement présent. Vous aimez vos filles, observa Avery. C'est le plus important. Ce n'est pas suffisant, répondit Julian, une nouvelle détermination dans sa voix. L'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est une action, c'est de la présence. Et j'ai échoué sur ce point. Il se dirigea vers son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Après quelques clics, il tourna l'écran pour qu'Avery puisse voir. Mon emploi du temps pour les prochaines semaines. Réunions, conférences, voyages d'affaires. L'écran affichait un calendrier entièrement rempli, sans un seul espace libre. C'est comme ça que je vis depuis quelques années. Sous les yeux d'Avery, Julian commença à cliquer sur les rendez-vous, l'un après l'autre, les annulant ou les déléguant. À partir de maintenant, rien n'est plus important que mes filles. Bien. Avery regardait la transformation qui se produisait sous ses yeux, non seulement sur le calendrier numérique, mais chez l'homme en face d'elle. Quelque chose de fondamental changeait en Julian Ward, comme des plaques tectoniques se déplaçant, réorganisant la structure de base de qui il était. Je découvrirai qui a fait ça, promit-il, les yeux fixés sur l'écran alors qu'il continuait à vider son emploi du temps. Mais plus important encore, je vais être le père que Nora et Hazel méritent. Le père que j'aurais dû être depuis le début. Avery pensa aux jumelles, à leur visage alors qu'elles racontaient l'abandon, la faim, la peur. Elle pensa à la femme inconnue qui avait causé tant de souffrance pour des raisons encore incompréhensibles. Et elle pensa à Julian, déterminé à changer, à se reconstruire pour ses filles. La douleur que Nora et Hazel avaient vécue, la douleur de l'abandon, de la trahison, de la confiance brisée, était une douleur qui n'avait pas de nom adéquat. Mais peut-être, avec du temps et un véritable amour,
cette douleur pourrait se transformer en quelque chose de différent, une cicatrice qui, bien que ne disparaissant jamais complètement, finirait par n'être qu'une marque du passé, et non plus une blessure ouverte. L'alarme sonna à 6 heures du matin, mais Julien était déjà réveillé, assis sur le bord du lit. Il regarda le calendrier sur son téléphone, maintenant remarquablement plus vide que les semaines précédentes. Les réunions du matin avaient été déplacées à l'après-midi, les voyages d'affaires annulés ou délégués, les conférences téléphoniques reprogrammées à des heures qui n'entraient pas en conflit avec le temps de ses filles. Aujourd'hui serait le premier jour où il irait personnellement chercher Nora et Hazel à l'école. Quelque chose de si simple, de si basique, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. À 15 heures, l'Audi noir de Julien s'arrêta devant l'école. Contrairement au SUV avec chauffeur et garde de sécurité qui venait habituellement chercher les jumelles, aujourd'hui, c'était juste lui. Il se sentait étrangement nerveux, comme s'il allait rencontrer des personnes qu'il ne connaissait pas bien. La cloche sonna, et des enfants commencèrent à sortir en masse des portes. Julien sortit de la voiture et se tint sur le trottoir, observant le flux d'élèves. Il vit quelques mères lui faire un signe de la main, le reconnaissant avec surprise. Il repéra les jumelles, main dans la main comme toujours, portant des sacs à dos colorés. « Papa » la voix de Hazel portait tellement de surprise que Julien sentit un pincement de remords. Les deux s'approchèrent, hésitantes. « Salut les filles » sourit Julien en s'accroupissant à leur hauteur. « J'ai pensé que je viendrais vous chercher aujourd'hui. Ça va ?» Les jumelles échangèrent des regards confus. « Où est Mike » demanda Nora, faisant référence au chauffeur habituel. « Je lui ai donné son après-midi » Julien tendit les mains. « Que diriez-vous d'aller prendre une glace avant de rentrer à la maison ?» Les yeux des filles s'écarquillèrent, d'abord de surprise, puis d'une joie prudente. « On peut vraiment ?» demanda Hazel, comme si elle craignait que ce ne soit une sorte d'erreur. « Bien sûr. Je connais un super endroit à quelques rues d'ici. » En route pour le glacier, Julien les interrogea sur leur journée. « Comment s'est passé le cours d'art aujourd'hui ? Vous aviez mentionné qu'il y aurait un projet spécial. » Les jumelles semblèrent surprises qu'ils s'en souviennent. « On a fait des mosaïques avec du papier de couleur, » expliqua Nora. « La mienne était un dragon, » ajouta Hazel. La maîtresse a dit qu'elle était jolie. « Je parie qu'elle l'était. Tu as toujours été doué pour l'art. »« Comment tu le sais ?» demanda Hazel innocemment. La question frappa Julien comme un coup de poing. Comment le savait-il ? Il avait vu leurs dessins, bien sûr, accrochés par le personnel sur le réfrigérateur, mais il n'avait jamais vraiment observé le processus, ne s'était jamais assis pour créer quelque chose avec elle. Parce que, hésita-t-il, je le vois dans les dessins que vous faites à la maison. Cette simple question alluma quelque chose en Julien, la détermination de connaître vraiment ses filles, pas seulement de supposer qu'il les connaissait. La semaine suivante, Julien réorganisa toute sa routine. Il commença à emmener les filles à l'école chaque matin et à les récupérer chaque après-midi. La première semaine fut étrange. Conversation décousue, silence gênant, l'attention d'un père et de ses filles qui apprenaient pour l'essentiel à se connaître pour la première fois. Un mercredi pluvieux, alors que l'école se terminait plus tôt, Julien décida d'emmener les jumelles déjeuner dans un restaurant près de l'école. « Qu'est-ce que vous commandez d'habitude quand vous venez ici ?» demanda-t-il. « On n'est jamais venu ici, » répondit Nora en examinant le menu avec curiosité. « Vraiment ? Je pensais que l'école vous emmenait en sortie. » « L'école nous emmène au musée et au parc, » expliqua Hazel. « Madame Winters nous emmène parfois au café près de la maison. » Julien réalisa avec malaise combien d'expériences communes ses filles n'avaient jamais eues. « Eh bien, alors, c'est une aventure pour nous tous, » sourit-il. « Essayons quelque chose de nouveau. » Les filles choisirent des hamburgers. « On n'a jamais mangé de hamburger en dehors de la maison, » s'exclama Nora avec étonnement. Et Julien commanda la même chose, se prêtant au jeu. Pendant le déjeuner, il posa des questions précises. Qui étaient leurs amis, quelle était leur matière préférée, à quoi jouaient-elles pendant la récréation. À chaque réponse, Julien réalisait à quel point il ne savait rien du quotidien de ses filles. « Emma est ma meilleure amie, » expliqua Nora. « Elle a un chien qui s'appelle Peanut. »« Et moi, j'aime jouer avec Lily, » dit Hazel. « On veut toutes les deux être astronautes. »« Astronaute ?» demanda Julien, sincèrement surpris. « Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'espace. »« Il y a un livre sur les planètes à la bibliothèque de l'école, » expliqua-t-elle en s'illuminant. « La Lune a des marques qui ressemblent à un visage, et Saturne a des anneaux qui sont faits de glace et de poussière. » Julien écouta, fasciné,
Hazel parlait du système solaire avec un enthousiasme qu'il n'avait jamais vu auparavant. « On pourra visiter le planétarium un jour ?» demanda soudain Hazel, les yeux brillants d'espoir. « Bien sûr. Que dirais-tu de ce samedi ?» Le sourire qu'il reçut en retour valait plus que n'importe quel contrat qu'il avait jamais conclu. Le planétarium ne fut qu'un début. Dans les semaines qui suivirent, Julian découvrit que Nora adorait les histoires de mystère et passait des heures à la bibliothèque de l'école à chercher des indices dans les livres d'images. Il découvrit que Hazel avait peur des orages mais aimait la pluie, qu'elle détestait toutes les deux les petits pois mais adorait le brocoli, à condition qu'il soit servi avec une sauce au fromage. De petits détails, des fragments du puzzle qui formaient la personnalité de ses filles. Un mois après avoir commencé sa nouvelle routine, Julian était assis à la table de la cuisine avec les jumelles, les aidant avec leurs devoirs. « Papa, comment on écrit éléphant ?» demanda Nora, crayon à la main. « Et si on essayait de le trouver ensemble ?» suggéra Julian. « Décomposons-le en syllabes. » Tout en aidant Nora avec son orthographe, il regardait Hazel dessiner quelque chose avec une grande concentration. « Que fait-il, Hazel ?» Elle leva le dessin, une silhouette qui semblait être Julian tenant la main de deux petites filles. « C'est nous, » expliqua-t-elle. « Moi, toi et Nora, en train d'aller chercher une glace après l'école. » Julian sentit sa gorge se serrer. Quelque chose de si simple, les récupérer à l'école, prendre une glace, était devenu assez important pour être immortalisé dans un dessin. « C'est magnifique, » dit-il, la voix un peu rauque. « On peut le mettre sur le frigo ?» Hazel hocha la tête avec enthousiasme, et Julian se leva pour fixer le dessin au réfrigérateur avec un aimant. À côté, il y avait déjà d'autres dessins, tous récents, tous représentant des moments qu'ils avaient partagés au cours du dernier mois. Cette nuit-là, à l'heure du coucher, les filles demandèrent à Julian de leur lire une histoire. Auparavant, cela aurait été délégué à Madame Winters ou à l'une des nounous. Maintenant, c'était un rituel qui l'attendait avec impatience. Il s'assit entre les deux lits avec le livre que Nora avait choisi, une histoire d'un ours qui avait perdu sa famille et l'avait ensuite retrouvé. À mi-chemin de l'histoire, il réalisa que Hazel s'était déjà endormie. Nora luttait contre le sommeil, clignant lourdement des yeux. « Tu veux que je continue demain ?» murmura-t-il. « Non, marmonna-t-il, endormi. Je veux entendre la fin. Je veux savoir si le petit ours va bien. » Julian sourit et continua à lire, sa voix douce dans la chambre éclairée seulement par la lampe de chevet. Quand il arriva à la dernière page, où le petit ours retrouvait enfin sa famille, il regarda Nora. Elle dormait, un petit sourire aux lèvres. Soigneusement, Julian ferma le livre et se pencha pour embrasser le front de sa fille. Il fit de même avec Hazel, ajustant la couverture autour d'elle. « Bonne nuit, mes princesses » murmura-t-il. Alors qu'il était sur le point de fermer la porte, il entendit une voix endormie. « Bonne nuit, papa. On t'aime. » Les mots simples portaient un poids d'appartenance, de connexion, qui firent brûler les yeux de Julian de larmes non versées. Un samedi, il se réveilla au son de rire venant de la cuisine. Il trouva les jumelles en train d'essayer de faire des crêpes sous la supervision patiente de Madame Winters. De la farine recouvrait le comptoir, le sol et une grande partie de leur visage. « Papa !» s'exclama Nora en le voyant. « On te prépare le petit déjeuner. »« Une surprise !» ajouta Hazel en tenant une spatule comme une baguette magique. Julian sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Auparavant, il se serait inquiété du désordre. Maintenant, il ne voyait que l'amour derrière le geste. « C'est la meilleure surprise que j'ai jamais reçue », dit-il sincèrement en les rejoignant au comptoir. « Je peux aider ?» Les crêpes sortirent tordues et un peu brûlées, mais pour Julian, ce fut le meilleur petit déjeuner qu'il ait jamais eu. Le dimanche suivant, il surprit ses filles avec des billets pour le zoo. La journée entière fut consacrée à voir les animaux, à manger de la barbe à papa et à prendre des photos. Quand Nora fut fatiguée de tant marcher, Julian la porta sur ses épaules sans hésiter, chose qu'il n'aurait jamais faite auparavant, soucieux de son image, de son costume immaculé. Maintenant, en jean et basket, avec des taches de glace sur sa chemise et une fille dans chaque main, il se sentait plus léger qu'il ne l'avait jamais été en portant des vêtements de marque. Le lundi matin, en entrant dans la cuisine pour le petit déjeuner, il fut accueilli par des câlins spontanés. « Bonjour, papa !» s'exclamèrent les deux à l'unisson, s'accrochant à ses jambes. Julian les souleva, une dans chaque bras, et les serra dans ses bras. « Bonjour, mes filles. » Elles n'étaient plus seulement les jumelles, les filles de Julian Ward. Elles étaient Nora et Hazel, avec leurs personnalités distinctes, leurs peurs et leurs rêves, leurs rires uniques. Et il n'était plus seulement le pourvoyeur distant.
Il était le père qui lisait des histoires, qui aidait aux devoirs, qui connaissait leurs plats préférés et les faisait rire. Le lien, fragile et tendu au début, se renforçait de jour en jour, histoire par histoire. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel, authentique, vivant. Et ça, Julien le réalisait maintenant, valait plus que tout l'empire qu'il avait bâti. Le jeudi matin commença comme n'importe quel autre dans le nouveau rythme de vie de la famille Ward. Julien préparait le petit déjeuner pendant que les jumelles préparaient leur cartable. C'était un ballet domestique qui, après des semaines de pratique, coulait avec une naturalité surprenante. « Nora, n'oublie pas ton livre de sciences », lui rappela Julien en posant des crêpes sur les assiettes. « Déjà rangé », répondit-elle, fière de sa nouvelle organisation. Julien sourit, admirant à quel point les choses avaient changé. Le chaos initial avait cédé la place à une routine qui, bien qu'ayant encore ses moments de confusion, fonctionnait. Les filles étaient plus heureuses, plus ouvertes, et lui, pour la première fois depuis des années, se sentait vraiment connecté à quelque chose au-delà du travail. Son téléphone portable vibra dans sa poche. Il l'ignora. Dernièrement, il avait établi des règles strictes sur les moments où il prenait des appels professionnels. Le petit déjeuner avec ses filles était sacré. Après avoir déposé les jumelles à l'école avec la promesse de les récupérer plus tard pour une sortie au parc, Julien vérifia enfin son téléphone. 5 appels manqués d'Amanda, son assistante de direction. 3 messages marqués comme urgents. Il l'appela immédiatement. « Amanda, je suis désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Que se passe-t-il » La voix d'Amanda était tendue à l'autre bout du fil. « Monsieur Ward, nous avons une situation avec la fusion asiatique. Les investisseurs coréens menacent de retirer leur soutien. Vous devez venir au bureau immédiatement. » Julien sentit l'attraction familière de la responsabilité. La fusion avec le conglomérat asiatique était le plus gros contrat de l'année, le résultat de mois de négociations délicates. J'y serai dans 30 minutes. En route pour le bureau, Julien passa un autre appel, cette fois à Avery. Avery, désolé de te déranger. Une urgence est survenue au bureau et je ne pourrai pas aller chercher les filles à l'école aujourd'hui. Bien sûr, répondit-elle promptement. Mon service se termine à 15 heures. Je peux les récupérer et rester avec elles jusqu'à ce que tu rentres. Julien se détendit visiblement, s'adossant à son siège. En quelques mois seulement, Avery était passée d'étrangère à une partie essentielle de leur vie. Merci. Je ne sais pas combien de temps je serai retenu, mais j'essaierai de rentrer dès que possible. Ne t'inquiète pas. On prendra un goûter et peut-être qu'on regardera un film. Elles comprendront. Julien raccrocha, se sentant moins coupable de rompre sa promesse à ses filles. Il savait qu'avec Avery, elle serait bien. Au bureau, la situation était encore pire que ce qu'Amanda avait décrit. Les investisseurs ne menaçaient pas seulement de retirer leur soutien, mais avaient déjà publié une déclaration préliminaire annonçant leur retrait. Ce qui aurait dû être une réunion rapide se transforma en un marathon de vidéoconférences, d'appels internationaux et de révisions de contrats. À 18 h, lorsque la crise sembla enfin maîtrisée, Julien réalisa qu'il avait oublié de vérifier son téléphone personnel. Il avait 3 appels manqués d'Avery. Un frisson lui parcourut l'échine. Il appela immédiatement. « Avery, les filles vont bien ?»« Tout va bien », le rassura-t-elle. « Je voulais juste savoir si tu en avais encore pour longtemps. On a fait des cookies et les filles sont impatientes que tu les goûtes. » Julien se détendit visiblement, s'adossant à sa chaise. « J'ai encore quelques trucs à régler ici. Peut-être encore 1 heure. Dis-leur que j'apporte de la pizza pour le dîner en compensation de la sortie reportée. Elles vont adorer. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle ici. » Julien raccrocha, reconnaissant une fois de plus pour la présence d'Avery dans leur vie. Il retourna aux documents éparpillés sur son bureau, déterminé à tout résoudre le plus rapidement possible. Il était si concentré qu'il ne remarqua pas Amanda debout à la porte de son bureau jusqu'à ce qu'elle se racle doucement la gorge. « Monsieur Ward, il est presque 20 h. Monsieur Nakamura a accepté nos conditions révisées. La crise semble résolue, du moins pour l'instant. » Julien se frotta les yeux fatigués. « Merci, Amanda. Vous avez fait un excellent travail aujourd'hui. » Elle sourit, ajustant son impeccable tailleur gris. « Merci. Il y a juste une dernière chose. Les documents de l'accord doivent être signés aujourd'hui pour être envoyés à Séoul demain matin. » Julien soupira. « Je vais les signer maintenant, alors. » Amanda hésita. En fait, ils sont encore en cours de finalisation par le service juridique.
Ils devraient être prêts dans environ 1 heure. Je peux les apporter chez vous plus tard si vous préférez rentrer maintenant. Julian considéra l'offre. Il était épuisé et l'idée de rentrer chez lui auprès de ses filles était tentante. Ce serait super, Amanda. Merci. Pas de problème. Je sais à quel point il est important pour vous de passer du temps avec vos filles maintenant. Julian remarqua quelque chose d'étrange dans le ton d'Amanda, une sorte d'insistance subtile sur le mot maintenant, mais il était trop fatigué pour l'analyser. Il attrapa sa veste et partit, impatient de rentrer chez lui. Le manoir des Ward était éclairé et accueillant lorsque Julian arriva, portant 2 grandes boîtes à pizza. Il entendit des rires venant de la cuisine, le son de ses filles heureuses, un son qui le surprenait encore chaque fois qu'il l'entendait. « Je suis à la maison », annonça-t-il en entrant dans la cuisine. « Et j'ai apporté le dîner. » Nora et Hazel coururent le serrer dans leurs bras, portant encore des tabliers tachés de chocolat. « Papa, on a fait des cookies avec Avery, et elle nous a appris à faire des cookies en forme d'étoile. » Julian serra ses filles dans ses bras, sentant le stress de la journée se dissiper. Avery observait la scène avec un sourire, essuyant la farine de ses mains. « Désolé pour le désordre, dit-elle. On s'est un peu emporté. »« Le désordre fait partie du plaisir, » répondit Julian, une phrase qu'il n'aurait jamais dite quelques mois plus tôt. Le dîner fut animé, les filles racontant leur journée d'école et les cookies qu'elles avaient faits. Julian raconta une version simplifiée de son urgence au travail, omettant les parties stressantes. Il finissait de manger quand la sonnette retentit. « Ça doit être Amanda avec les documents, » expliqua Julian en se levant. « Je reviens tout de suite. » Il ouvrit la porte pour trouver sa secrétaire tenant un élégant dossier. Amanda Sherman travaillait avec lui depuis 5 ans. Elle était efficace, discrète et totalement fiable, la colonne vertébrale de ses opérations quotidiennes. « Entrez », l'invita Julian. « Je peux signer les documents dans le salon. » Amanda entra, ses talons résonnant sur le sol en marbre du hall. Elle portait le même tailleur gris que tout à l'heure, les cheveux blonds tirés en un chignon parfait, le maquillage impeccable malgré la longue journée. « Je ne veux pas vous déranger, dit-elle. Je sais que vous êtes avec vos filles. Ce n'est pas un dérangement, nous finissons juste de dîner. » Julian la conduisit vers le salon, mais avant qu'il n'y arrive, la porte de la cuisine s'ouvrit. Nora en sortit, tenant un cookie. « Papa, il faut que tu goûtes ?» La fillette se figea au milieu de sa phrase. Le cookie tomba de sa main, se brisant sur le sol. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. « Nora, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Julian, préoccupé par le changement soudain. Hazel apparut derrière sa sœur, curieuse de l'interruption. Quand elle vit Amanda, elle eut la même réaction de choc que Nora. Son visage pâlit. « C'est elle », murmura Nora en montrant Amanda du doigt, la voix tremblante. « La femme qui nous a emmenés. » Julian eut l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. « Quoi ? C'était elle !» cria Hazel, les larmes se formant dans ses yeux. « Elle est venue nous chercher à l'école. » Les filles reculèrent, s'agrippant l'une à l'autre. Avery apparut à la porte de la cuisine, confuse, jusqu'à ce qu'elle réalise ce qui se passait. Immédiatement, elle se plaça à côté des jumelles, protectrice. Julian se tourna lentement vers Amanda, qui restait immobile, le visage un masque indéchiffrable. « Amanda !» Sa voix était presque méconnaissable, un mélange de choc et de fureur naissante. Elle ne répondit pas, resta juste là, comme une statue. « Mes filles disent que vous les avez kidnappées. Est-ce que c'est vrai ?» Un silence lourd remplit le hall. Les filles sanglotaient en silence, s'accrochant à Avery. Julian sentit son cœur battre si fort dans sa poitrine qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Finalement, Amanda parla, sa voix étonnamment calme. « Elles sont confuses. Je ne ferai jamais une chose pareille. »« Hazel, Nora » appela Julian sans quitter Amanda des yeux. « Vous êtes sûre ? Regardez bien. »« C'est elle » insista Nora en tremblant. « Elle a dit que tu l'avais envoyée nous chercher. Elle avait un badge, comme le tien. Elle nous a emmenés dans la voiture noire, » ajouta Hazel. « Et puis elle nous a laissés au centre commercial. » Le visage de Julian se tordit en une expression de fureur qu'Avery n'avait jamais vue. « Avery, emmène les filles à l'étage, s'il te plaît. »« Julian, je ne pense pas. »« S'il te plaît, » répéta-t-il, son ton ne souffrant aucune discussion. Avery hésita, mais hocha la tête. Elle guida les jumelles, se hâtant de monter les escaliers. Julian attendit d'entendre une porte se fermer à l'étage avant de se retourner vers Amanda. « Explique-toi, »
exigea-t-il, la voix dangereusement basse. Amanda posa le dossier sur une table d'appoint avec des mouvements délibérément lents. Quand elle se retourna à nouveau vers Julian, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une lueur intense, presque fiévreuse. « Tu ne les as jamais vraiment vues, dit-elle. Tu avais ces merveilleuses filles et tu passais à peine du temps avec elles. De quoi parles-tu ? 5 ans, Julian. Je travaille avec toi depuis 5 ans. Je connais chaque aspect de ta vie. Je sais comment tu aimes ton café, je sais quelle chemise tu préfères, je sais quand tu es stressé juste à la façon dont tu respires. » Julian fit un pas en arrière, dérangé par le ton intime. « Amanda, réponds à ma question. As-tu kidnappé mes filles ?» Elle sourit, un sourire étrange et triste. Ce n'était pas un enlèvement. C'était un éveil. Pour toi. Julian sentit son sang se glacer. « Mon Dieu! C'était toi. Je t'aime depuis des années, continua Amanda comme si elle ne l'avait pas entendu. Des années à te regarder te noyer dans le travail, à négliger ce qui compte vraiment. Ces filles n'étaient qu'un accessoire pour toi, quelque chose qui existait à la périphérie de ta vie. » Elle fit un pas vers lui. Julian resta immobile, trop choqué pour réagir. « Je pensais que si elles disparaissaient un moment, tu réaliserais enfin 2 choses, à quel point elles sont importantes et à quel point je suis importante. Comment j'ai toujours été là, m'occupant de tout, anticipant tes besoins, étant la personne sur qui tu comptes vraiment. » Julian lutta pour trouver ses mots. « Tu as abandonné mes filles de 6 ans, seules. » « Ce n'était pas comme ça, » protesta Amanda, son contrôle commençant à vaciller. « Je les ai laissées dans un endroit sûr, plein de gens. Je savais que quelqu'un les trouverait rapidement. Elles avaient juste besoin d'être loin quelques jours. »« Elles étaient dans la rue, » explosa Julian. « Elles avaient faim, froid, elles auraient pu mourir. »« Je n'ai jamais voulu leur faire de mal, » cria Amanda en retour, des larmes commençant à couler sur son visage parfait, faisant couler son maquillage. « Je voulais juste que tu vois, Julian. Que tu vois ce qui était juste devant toi tout ce temps. » Julian recula, dégoûté. « Voir quoi ? Une femme obsédée au point de mettre 2 enfants en danger ? Voir que je suis la bonne personne pour toi, sanglota-t-elle. Je sais tout de toi, je te connais mieux que quiconque. Je pensais que si les filles disparaissaient, tu réaliserais à quel point tu as besoin de moi, comment tu en as toujours eu besoin. » Julian la dévisagea, la voyant vraiment pour la première fois, non pas l'assistante efficace et discrète, mais une femme consumée par une obsession maladive qu'elle confondait avec de l'amour. « Tu es malade, Amanda, » dit-il finalement, la voix plus contrôlée maintenant. « Et tu es renvoyée. Sors de ma maison, maintenant. Avant que j'appelle la police. » Son visage se transforma, passant du désespoir à la rage. « La police ? Tu ne peux pas faire ça. Je voulais juste t'aider à voir ce qui compte vraiment. »« Ce qui compte, » répéta Julian, incrédule. « Tu as traumatisé mes filles. Elles pensaient que je les avais abandonnées. »« Et ça ne t'a pas ouvert les yeux, » argumenta Amanda, frénétique. « Regarde-toi maintenant. Tu agis enfin comme un vrai père, tu leur donnes enfin de l'attention. C'est moi qui ai fait ça. Je t'ai donné cette chance. » Julian la dévisagea, une terrible compréhension se formant dans son esprit. « Tu le crois vraiment, n'est-ce pas ? Que tu me rendais service. »« Je le faisais, » insista-t-elle. « Et ça a marché. Tu as changé. Tu es différent, meilleur, grâce à ce que j'ai fait. » Julian prit une profonde inspiration, essayant de contrôler la rage qui menaçait de le consumer. « Je vais le dire une dernière fois. Sors de ma maison. Demain, ton accès à l'entreprise sera révoqué. Ne t'approche plus de moi ni de mes filles. Jamais. » Amanda resta immobile, le visage dévasté par le rejet. Un instant, Julian pensa qu'elle allait argumenter. Au lieu de cela, elle ramassa le dossier qu'elle avait apporté. « Vous devez encore signer ces documents, » dit-elle mécaniquement, comme s'ils avaient une réunion normale. « Laisse le dossier, » ordonna Julian. « Quelqu'un le récupérera demain. » Amanda reposa le dossier sur la table, son mouvement presque robotique. Puis, sans un autre mot, elle se retourna et se dirigea vers la porte. Au dernier moment, elle s'arrêta et se retourna. « Un jour, tu réaliseras que j'avais raison, » dit-elle, la voix étrangement calme maintenant. « Un jour, tu me remercieras. » Julian ne répondit pas. Il attendit juste qu'elle parte, fermant fermement la porte derrière elle. Ce n'est qu'alors qu'il permit à ses jambes de trembler, s'appuyant contre le mur le plus proche pour ne pas tomber. Comment n'avait-il pas remarqué ? Comment n'avait-il pas vu les signes ?
Amanda était là tous les jours, à ses côtés. Elle organisait sa vie, connaissait sa routine, avait accès à tout, y compris aux informations sur l'école des filles. Et il n'avait jamais, pas un instant, soupçonné. Lentement, Julian monta les escaliers. Il trouva Avery dans le couloir, devant la chambre des filles. « Elles vont bien ?» demanda-t-il, la voix épuisée. Effrayée, mais elles iront bien, répondit Avery. Elles dorment maintenant. J'ai dû rester avec elles jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Julian hocha la tête, passant une main sur son visage. La fatigue et le choc de la révélation pesaient sur lui comme une tonne de béton. Son monde, qui semblait enfin se redresser, venait d'être à nouveau bouleversé. C'était elle, fut tout ce qu'il put dire. Amanda. Ma secrétaire. Avery le regarda avec inquiétude. Il était clair que Julian avait besoin de traiter ce qui venait de se passer, qu'il y avait beaucoup plus à dire et à comprendre, mais pas maintenant, pas ce soir. Tu devrais te reposer, suggéra-t-elle doucement. Mais demain, nous pourrons parler plus tranquillement de tout ça. Julian hocha la tête, reconnaissant pour sa compréhension silencieuse. La conversation qu'il devait avoir, sur Amanda, sur les filles, sur ce qu'il fallait faire ensuite, devrait attendre le matin. Merci d'avoir été là aujourd'hui, dit-il simplement. N'importe quand tu auras besoin de moi, répondit Avery. Cette nuit-là, avec ses filles enfin en sécurité et le mystère résolu, Julian sentit le poids de la culpabilité et de la responsabilité comme jamais auparavant. Le danger avait été si proche, si familier, et il ne l'avait pas remarqué. Alors qu'il fixait le plafond de sa chambre, incapable de dormir, une certitude se forma dans son esprit. À partir de maintenant, plus rien ne serait jamais pareil. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit de la révélation, 2 semaines de changements intenses au manoir d'Heyward. Julian avait renforcé la sécurité à la maison et à l'école. Amanda faisait l'objet d'une enquête policière et une ordonnance restrictive la tenait à l'écart de la famille. Les jumelles, bien qu'encore parfois effrayées par l'épisode, semblaient traiter le traumatisme avec l'aide d'une thérapeute pour enfants qui leur rendait visite 3 fois par semaine. Quant à Julian, il faisait face à ses propres démons, la culpabilité de ne pas avoir remarqué le danger si proche, la colère que quelqu'un ait utilisé sa confiance pour blesser ses filles, et l'inquiétude constante qu'il y ait peut-être d'autres dangers qu'il ne voyait pas. Ce samedi matin-là, alors qu'il regardait Nora et Hazel jouer dans le jardin sous l'œil vigilant de l'un des gardes de sécurité, Julian prit une décision qui mûrissait depuis la nuit de la confrontation avec Amanda. Il prit le téléphone et passa un appel. « Avery, c'est Julian. Pourrais-tu venir aujourd'hui ? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Avery arriva en début d'après-midi, vêtu d'un jean et d'un chemisier simple. Julian l'accueillit à la porte, notant comment les jumelles coururent immédiatement la serrer dans leurs bras. C'était toujours comme ça, leur visage s'illuminait à la vue d'Avery, comme des fleurs s'ouvrant au soleil. « Les filles, j'ai besoin de parler à Avery en privé quelques minutes, » expliqua Julian. « Pourquoi n'iriez-vous pas montrer à Madame Winters ce puzzle qu'on a commencé hier ?» Les jumelles hochèrent la tête, bien que réticentes à quitter Avery sitôt. « Tu restes pour le dîner ?» demanda Hazel en tenant la main d'Avery. « Si ton papa m'invite, bien sûr. »« Considérez-vous invité ?» sourit Julian. Satisfaites de la promesse de plus de temps avec Avery, les filles s'éloignèrent finalement, courant dans la maison. Julian conduisit Avery sur la terrasse arrière du manoir, un endroit calme avec vue sur les jardins bien entretenus. « Les filles semblent bien gérer tout ça », commenta Avery en s'asseyant dans l'une des chaises en osier. « Mieux que ce à quoi je m'attendais », convint Julian. La thérapeute dit que les enfants ont une résilience surprenante, surtout quand ils se sentent en sécurité et aimés. Il marqua une pause, regardant l'horizon au-delà des jardins. « Une grande partie de cela, c'est grâce à toi, Avery. J'ai juste essayé d'aider. » « Non, c'est bien plus que ça, » l'interrompit Julian en se tournant pour lui faire face directement. « Tu as sauvé mes filles. Littéralement, cette nuit-là dans le parc, quand elles avaient faim et étaient perdues. Mais ensuite, tu les as sauvées d'une manière que je ne peux même pas expliquer. » Avery baissa les yeux, mal à l'aise face à l'éloge. « N'importe quelle personne décente ? » ?»« Non, » dit fermement Julian. « Pas n'importe quelle personne. Toi. Tu les as vues quand elles étaient invisibles, tu les as écoutées quand elles étaient silencieuses. Tu leur as donné un espace sûr pour être vulnérables, pour faire à nouveau confiance. » Il prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Et tu m'as sauvé aussi, Avery. » Elle leva les yeux, surprise par l'intensité de sa voix. « Que veux-tu dire ? » « J'étais perdu, admit Julian. »«
Noyé dans le travail, les responsabilités, le succès, et complètement déconnecté de ce qui compte vraiment. Tu m'as montré comment être un vrai père, comment être présent, comment écouter, comment voir. Julien se leva, marchant jusqu'à la balustrade de la terrasse. De là, il pouvait voir les filles en bas, à travers une fenêtre, en train d'assembler leur puzzle avec Madame Winters. Le simple fait de savoir exactement où elles étaient, ce qu'elles faisaient, était un réconfort qu'il n'avait pas apprécié auparavant. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines, continua-t-il. À l'avenir, à ce qui est le mieux pour les filles, et à la façon de reconstruire certaines parties de ma vie. Il se retourna pour faire face à Avery à nouveau. J'ai besoin d'une nouvelle assistante de direction. Le changement de sujet brutal prit Avery au dépourvu. Oh, j'imagine que oui. Mais je ne veux pas juste une remplaçante pour Amanda. Je veux un changement complet dans la façon dont je gère mon travail, mon temps, mes priorités. Julien se rassit, se penchant légèrement en avant. Avery, j'aimerais t'offrir le poste de mon assistante personnelle. Elle cligna des yeux, ne s'y attendant manifestement pas. Moi? Mais, Julien, je suis une serveuse. Je n'ai aucune expérience en entreprise. Je ne connais rien aux affaires que vous dirigez, je n'ai aucune formation. Tu as tout ce qui compte vraiment, l'interrompit-il doucement. L'intégrité, la sensibilité, la fermeté quand c'est nécessaire, et surtout, le genre d'humanité dont mon bureau a désespérément besoin. Avery secoua la tête, confuse. Mais pourquoi? Vous pourriez engager quelqu'un de bien plus qualifié. Je ne te l'offre pas par charité ou comme une forme de paiement pour ce que tu as fait pour les filles, clarifia Julien, lisant correctement son inquiétude. Je te l'offre parce que j'ai confiance en toi. Et la confiance, j'ai appris à mes dépens, est la qualification la plus rare et la plus précieuse de toutes. Avery se tut, traitant la proposition. Julien ne la pressa pas, lui laissant l'espace nécessaire pour considérer ses mots. Je ne sais rien sur le métier d'assistante de direction, dit-elle finalement. Personnel, corrigea Julien avec un petit sourire. Assistante personnelle. La différence est importante. Et pour ce que tu as besoin de savoir, je peux te l'apprendre. Le reste, tu l'apprendras avec le temps. Et le salaire, demanda Avery, pratique comme toujours. Julien mentionna un montant qui lui fit écarquiller les yeux. C'est beaucoup plus que ce que je gagne maintenant. C'est la juste valeur pour le travail et la responsabilité. Ni plus, ni moins. Avery regarda ses propres mains, puis le jardin, comme si elle cherchait des réponses dans l'air de l'après-midi. Puis-je y réfléchir? Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Et les filles, demanda-t-elle. Si je suis au bureau avec vous, je ne pourrai pas passer autant de temps avec elles. Julien sourit, appréciant comment, même face à une opportunité qui changeait la vie, la première préoccupation d'Avery était pour Nora et Hazel. J'y ai pensé aussi. En tant que mon assistante personnelle, tu auras des horaires flexibles, et une partie de ton travail consistera en fait à aider à coordonner mon emploi du temps pour que je puisse passer plus de temps avec elle moi-même. Avery hocha lentement la tête, commençant à comprendre la vision de Julien. Aussi, continua-t-il, j'aimerais que tu continues à faire partie de leur vie. Partie de notre famille, en quelque sorte. Quelque chose s'alluma dans les yeux d'Avery en entendant le mot famille. Julien réalisa avec une clarté soudaine que ce mot portait un poids spécial pour elle, une femme qui, d'après le peu qu'il savait, vivait seule et n'avait que des collègues de travail pour compagnie. Je dois réfléchir, répéta-t-elle, mais son ton avait changé. Il y avait une étincelle d'espoir, de possibilité. Bien sûr, acquiesça Julien. Maintenant, je pense qu'il y a 2 filles à l'intérieur qui attendent avec impatience que tu vois leur puzzle. 3 jours plus tard, Avery entra dans l'imposant bâtiment qui abritait le siège de Ward Enterprises. Elle portait un tailleur simple mais élégant, acheté spécialement pour l'occasion, et portait une petite boîte avec ses effets personnels. À la réception, elle fut accueillie avec un respect formel par des employés qui avaient manifestement été informés de son arrivée. L'un d'eux la conduisit à l'étage de la direction, où Julien l'attendait. « Bienvenue », dit-il en souriant en la voyant sortir de l'ascenseur. « Prête pour ton premier jour ?»« Aussi prête que je peux l'être », répondit-elle, essayant de cacher sa nervosité. Julien lui fit faire le tour du bureau, la présentant au directeur, aux managers et aux assistants. Certains semblaient curieux, d'autres sceptiques, mais tous étaient polis. La nouvelle du licenciement soudain d'Amanda et les circonstances obscures qui l'entouraient étaient sans aucun doute un sujet de spéculation dans toute l'entreprise. Finalement,
Julien montra à Avery son nouveau poste de travail, une élégante antichambre reliant le couloir principal à son bureau. « Ce sera ton espace », expliqua-t-il. « Je sais que ça semble intimidant maintenant, mais tu t'y habitueras vite. » Avery posa sa petite boîte sur le bureau imposant, se sentant étrangement déplacé dans ce luxe d'entreprise. Mais alors, ses yeux tombèrent sur quelque chose qui la fit sourire. Un dessin coloré et légèrement de travers, soigneusement encadré, accroché au mur derrière le bureau. Il montrait 3 personnages en bâton, 2 petits et un grand, se tenant la main. « Les filles ont insisté pour que je la porte, pour que tu te sentes comme à la maison », expliqua Julien en suivant son regard. Et d'une certaine manière, ce simple dessin fit exactement cela. Les premières semaines furent une courbe d'apprentissage abrupte. Avery absorbait des informations sur l'entreprise, apprenait les systèmes, mémorisait les noms et les protocoles. Mais elle apporta aussi quelque chose de nouveau à l'environnement de l'entreprise, une humanité authentique qui ne passa pas inaperçue. Quand un stagiaire renversa du café quelques instants avant une réunion importante, au lieu de la réprimande à laquelle il s'attendait, il reçut l'aide d'Avery pour nettoyer le désordre et un sourire rassurant. Quand une assistante eut besoin de partir plus tôt pour aller chercher son enfant malade à l'école, elle trouva en Avery une alliée qui réorganisa l'emploi du temps sans faire d'histoire. De petits gestes qui, additionnés, commencèrent à transformer l'environnement. L'étage de la direction, autrefois connu pour son atmosphère tendue et formelle, devint progressivement un endroit où les gens respiraient un peu plus facilement. Julien observait ces changements subtils avec une satisfaction tranquille. La décision de faire venir Avery n'avait pas été seulement personnelle, elle avait été stratégique aussi. Son empire était efficace et rentable, mais il lui manquait quelque chose qu'il ne commençait qu'à valoriser maintenant, un cœur. À la maison, la transition fut encore plus douce. Avery resta présente dans la vie des jumelles, maintenant avec la légitimité supplémentaire de son rôle officiel dans la vie de Julien. Les dîners en famille devinrent fréquents, et les week-ends, les sorties au parc, les visites aux zoos et les soirées cinéma à la maison incluaient naturellement les 4. Un dimanche après-midi, alors que Julien était au téléphone pour régler une affaire de travail, Avery aidait les jumelles avec un projet artistique pour l'école. Sur la table du salon était étalé du papier de couleur, de la colle, des ciseaux et des paillettes, ces dernières déjà éparpillées sur le sol au futur désespoir de Madame Winters. « Mais qu'est-ce qu'on fabrique exactement ?» demanda Avery, essayant de comprendre le chaos créatif qui se déroulait devant elle. « Une carte de notre famille », expliqua Nora, se concentrant sur la découpe d'une forme qui ressemblait vaguement à une maison. « La maîtresse nous a demandé de montrer qui est important pour nous », ajouta Hazel en appliquant de généreuses quantités de colle sur un morceau de papier bleu. Avery regardait les filles travailler, leur visage sérieux dans leur concentration. Seulement quelques mois s'étaient écoulés depuis cette nuit froide dans le parc, mais cela semblait une éternité. Les jumelles s'étaient transformées d'enfants effrayés et affamés en filles vibrantes et sûres d'elles. « Fini !» s'exclama finalement Nora en brandissant le projet terminé. C'était un collage coloré et chaotique, comme on pouvait s'y attendre de la part d'artistes de 6 ans. Au centre, il y avait 4 personnages en bâton, un grand avec ce qui ressemblait à une cravate, évidemment Julien, 2 plus petits identiques, les jumelles, et un 4e personnage avec de longs cheveux bruns, Avery. Autour des personnages, diverses formes représentaient la maison, le jardin et d'autres éléments importants de leur vie. En haut, en lettres colorées et de travers, était écrit « Notre famille ». Et celui-là, c'est pour toi, dit Hazel en poussant un autre morceau de papier vers Avery. C'était un dessin plus simple, juste les 3 figures féminines à l'intérieur du contour d'un cœur. En dessous, écrit de la main soignée d'un enfant qui apprend à écrire, les mots « Tu es notre foyer ». Avery sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. « C'est magnifique », réussit-elle à dire, clignant rapidement des yeux pour chasser l'humidité qui menaçait de se former. « C'est parce qu'avant toi, on était perdus », expliqua Nora avec la simplicité profonde que les enfants ont parfois. « Mais tu nous as trouvés, et maintenant on est à la maison », compléta Hazel en serrant Avery autour du cou. Nora se joignit à l'étreinte de l'autre côté, et Avery se retrouva enveloppé dans la chaleur et l'amour inconditionnel des 2 filles. Le dessin dans ses mains, « Tu es notre foyer », disait tout ce qui devait être dit. Julien, qui avait terminé son appel et observait la scène depuis l'embrasure de la porte, sentit son propre cœur se dilater à cette vue. Il avait invité Avery dans leur vie par gratitude, confiance, respect professionnel, mais ce dont il était témoin maintenant allait bien au-delà. C'était une famille. Non conventionnelle, peut-être, pas ce qu'il aurait jamais imaginé pour lui-même, mais réelle, vivante, vraie.
Avery leva les yeux et vit Julian qui observait. Quelque chose passa entre eux, une compréhension silencieuse, une promesse non dite. Quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient face, ensemble. En regardant le dessin dans ses mains et les filles accrochées à elle, Avery sentit une certitude s'installer dans son cœur. Après des années d'existence solitaire, de travail anonyme, de vie en marge, elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Elle avait trouvé son foyer. Pas dans un manoir sur une colline, pas dans un bureau de direction, mais dans le cœur de deux filles qui avaient eu besoin d'elle par une nuit froide, et dans le respect d'un homme qui avait appris à voir au-delà des apparences. « Tu es notre foyer », disait le dessin, et pour la première fois de sa vie, Avery savait exactement où était sa place. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. Rendez-vous dans la prochaine.